Nous avons maintenant une session intitulée « Actualité des structures cliniques ». Premier intervenant est Olivier Putois, qui nous parlera de la structure et son dehors organique. Olivier Putois est psychanalyste et maître de conférence à Strasbourg, en psycho. Olivier, c'est à toi. Merci Olivier, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais rapidement remercier les organisateurs de ces journées de m'avoir invité à prendre la parole et vous remercier de votre présence. D'accord. Alors un peu plus dans le micro, plus fort et moins vite. Un peu moins Ferrari et ce sera parfait. Ok. Je me règle. À Strasbourg, ça va très vite. Ah bon, à Strasbourg, tout le monde parle vite, non, pas vous. Je voulais parler d'un contexte clinique, des leçons un peu qu'on peut tirer d'un certain contexte clinique par rapport à cette notion de structure. Un contexte clinique où l'organique a une incidence sur le psychique. Je voulais proposer quelques remarques à partir des enjeux de la cure de jeunes patients infanto-juvéniles qui sont atteints d'un syndrome génétique qui a des incidences neurodéveloppementales. Ce syndrome, c'est le syndrome de Di-George, avec un D, pas avec un G. Parce qu'aujourd'hui, la neuropsychiatrie considère que ce syndrome est paradigmatique. Il signe un risque génétique de psychose. Donc ça touche directement notre problématique de la structure. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'au fond, un travail analytique, dans le contexte justement où il y a ce signifiant un petit peu du risque génétique de la psychose, un travail analytique dans ce contexte, dans la mesure justement où il faut suspendre ce signifiant de risque de psychose, nourrit la sensibilité à la structure. Voilà. Ce contexte nourrit la sensibilité à la structure, et en particulier à la question de la structure psychotique. Voilà. Puisqu'au fond, ce signifiant du risque psychotique fait prédiction pour la famille, c'est souvent lui qui mène à consulter. Et justement, si dans ce contexte, l'analyste doit considérer ce signifiant comme un dehors, voilà pour mon titre, c'est pour que son désir analytique donc puisse soutenir l'ouverture du transfert dans sa temporalité propre. Autrement dit, laisser ouverte la question de la structure psychotique pour garantir la potentialité transformationnelle de la cure. Voilà un peu de quoi je voudrais parler avec vous. Donc il faut que je donne quelques éléments médicaux sur ce syndrome, mais j'irai vite, pas dans la parole mais dans les éléments. Pour faire comprendre un petit peu pourquoi ça mobilise en ce moment des millions d'euros, la recherche là-dessus. Donc ça s'appelle Di-George, comme je vous disais, c'est un accident, ils appellent ça un accident génomique, les généticiens. Le point important, c'est que chez la grande majorité des patients qui consultent, les parents ne sont pas porteurs. Ça s'appelle de novo, c'est une modification qui se produit dans les cellules sexuelles des parents, mais les parents, eux, n'ont pas ce syndrome. Évidemment, c'est très important parce que ça engage un rapport à l'enfant qui est teinté par une étrangeté très forte. Ça produit, j'en reparlerai un petit peu, mais ça produit des effets de déphallicisation très importants. Alors, le diagnostic n'est pas très facile parce que ça a plein d'effets sur le cœur, le visage, le système immunitaire, etc. Mais il y a des effets, je vous en parlais, des effets d'ordre neurodéveloppemental, voilà, qui se traduisent dans le fait que nos, je ne sais pas comment on pourrait dire, collègues, disons, psychologues cognitivistes ont remarqué qu'effectivement il y avait des problèmes attentionnels chez ces petits sujets, que bon, il y avait toute une partie, par exemple des opérations mathématiques, etc., qui sont difficiles à effectuer. Bon, et je passe sur évidemment les problèmes méthodologiques énormes qui sont posés par l'utilisation des tests, puisque ça attaque évidemment le narcissisme fragile de ces jeunes patients, mais c'est pour donner un petit peu le contexte qui mène les parents à consulter. Ils se disent, voilà, il y a un retard mental modéré, comme on dit en pédopsychiatrie. Bon. Mais le problème, l'enjeu pour nous, et j'indique tout de suite que tout ce que je raconte dans cette première séquence mobilise des travaux collectifs que j'ai fait avec mes collègues et amis Rémi Potier de Paris et Sarah Troubet de Nice, qui sont tous les deux analystes et maîtres de conf. Ça, c'est important. Je faisais allusion au fait qu'au fond, il y a beaucoup de financement pour la recherche sur ce syndrome, parce qu'en fait, c'est le paradigme de la recherche sur les biomarqueurs des indices organiques du risque de psychose. Aujourd'hui, c'est ça qui est important, et c'est la raison pour laquelle tous les financements sont raflés sur cette question.
Parce qu'on sait que Patrick Landman et les travaux du groupe Stop DSM, ainsi que les travaux de François Gonon en ont parlé d'une manière très éloquente, hein, donc j'insiste pas. On sait que beaucoup d'études visent, du côté de la neuropsychiatrie, à détecter des facteurs de risque pour la psychose. Bon. Alors donc, du coup, les neuropsychiatres se sont dit, si jamais on réussit, chez ces patients qui ont un dit Georges, à montrer qu'il y a un risque de psychose accru, qu'il y a un développement de psychose accru, alors qu'est-ce qui se passe? Ce serait une victoire pour les modèles neurodéveloppementaux de la schizophrénie. Bon. Évidemment, au fond, ce dont il s'agit là, à ce moment-là, c'est de réaliser le programme constitutionnaliste de la psychiatrie du XIXe siècle. C'est la diathèse chère à Charcot, héréditaire, qui serait réalisée dans le cadre de ces études. Alors c'est vrai que quand on rencontre des petits sujets qui ont dit Georges, je reste superficiel pour le moment, relationnellement, ils ont un petit peu un style où ils sont assez timides, ils ont un petit peu retrait, ils semblent assez phobiques, ils sont assez timides. Et si bien qu'au début, on s'est même demandé si c'était pas une forme d'autisme. Bon, c'est à la truelle évidemment, mais c'est les questions qui se posaient en pédopsychiatrie neurologique. Et du coup, la question centrale, c'était est-ce que ce retrait, cette anxiété, cette phobie, ne serait pas l'indice d'un risque de psychose? Est-ce que c'était pas le prodrome de la psychose déjà? Et donc, on a fait des recherches sur des centaines de sujets, et les neuropsychiatres ont mis en évidence que chez un tiers des sujets, il y avait effectivement, lors de la préadolescence, 11, 12, 13, 14 ans, un trouble de la personnalité de type schizophrénique. Et ils ont montré que pour ces sujets, eh bien, ceux qui en gros ont développé ce que cette sémiologie du DSM appelle trouble de la personnalité schizophrénique, il y avait eu effectivement une plus forte prévalence de troubles anxieux. Voilà. Donc ceux qui avaient eu davantage de troubles anxieux à 8, 9, 10 ans, eh bien, ils déclenchaient une psychose comme ça lors de la préadolescence. C'était ça la logique de cette recherche-là. Donc la conclusion, évidemment, c'était que, au fond, c'est un signe prédictif, ces troubles anxieux. Et que donc, c'était évidemment intéressant dans cette un peu dynamique de la diathèse un peu constitutionnaliste, puisqu'au fond, ça confirmait l'idée suivant laquelle, oui, c'est possible de trouver ce qu'on appelle un endophénotype, c'est-à-dire une réalité biologique qui marque un risque de psychose. Alors évidemment, d'un point de vue plus analytique, davantage lié à notre position, ce qui se passe, c'est que chez les parents, à partir du moment où le diagnostic génétique est fait, il sonne comme une prédiction potentielle de psychose. Ça résonne comme un destin pour les parents. Alors, bon, en dépit de la fragilité quand même de cette conclusion, puisqu'au fond, on trouve des troubles anxieux chez les enfants dans quasiment n'importe quel destin développemental. Ça, on insiste beaucoup, on a beaucoup travaillé sur ce point avec mes collègues dont je parlais tout à l'heure. Donc cette logique prédictive, elle produit des effets iatrogènes dans le fonctionnement familial, puisqu'au fond, le rapport à l'enfant est complètement infiltré par cette crainte du déclenchement. Et évidemment, ça accroît en retour le retrait relationnel de l'enfant, puisque lui, il se sent identifié à ce signifiant, justement. Donc il y a un cercle vicieux qui se met en place et qui se développe. Alors, c'est d'autant plus important de souligner ce point que il y avait des choses là-dessus dans les derniers congrès de la Société de médecine et psychanalyse, donc j'insiste pas, mais aujourd'hui, les outils de détection se développent tellement qu'en fait, chez une femme, dès 10 semaines d'aménorrhée, c'est possible de faire une prise de sang pour détecter si le fœtus est porteur ou pas de cette modification génétique. Donc là, c'est pas seulement au moment du diagnostic quand l'enfant a 8, 9, 10 ans, c'est au tout début de la grossesse, c'est déjà possible de savoir et donc de modifier complètement l'anticipation de l'arrivée de l'enfant. Donc du coup, ce risque de psychose, ça fait très peur aux parents, et c'est le signifiant fréquemment qui mène à une demande de prise en charge, même analytique. Et je pense qu'à ce moment-là, moi, ce qui m'a frappé, c'est la pertinence de ce que rappelle Manoni dans L'enfant arriéré et sa mère, où elle part du fait que, elle dit ça littéralement quasiment, à moins de se consacrer directement, de partir d'un travail sur l'incidence familiale du diagnostic, la conduite de la cure est rendue techniquement impossible.
à cause du masquage de la problématique parentale, quel est le rôle du symptôme infantile, cette problématique parentale est masquée par le signifiant du diagnostic. Mais ce que ça veut dire alors, c'est que l'efficace de la prise en charge analytique va dépendre, c'est ça le point central, de la possibilité de suspendre ce signifiant diagnostic pour en faire un dehors, pour les parents comme pour l'enfant. Et cette suspension, elle est conditionnée par la capacité de l'analyste à s'extraire, à se séparer d'un effet de typification imaginaire qui viendrait, voilà, ce sujet qu'a dit Georges, etc., qui viendrait du signifiant génétique, qui risque toujours d'obérer l'écoute et de produire un sentiment d'impuissance. Bon. C'est pour ça que une autre remarque de Manoni paraît quand même vraiment non triviale dans ce contexte. Elle explique que l'essentiel dans ce genre de contexte, c'est la nécessité pour le consultant de ne pas porter des diagnostics sans appel. Elle écrit « L'enfant a toujours à gagner à ce qu'un maximum d'ouverture lui soit laissé ». Donc deux choses importantes, c'est diagnostic sans appel et l'ouverture. Alors, le terme de sans appel est évidemment crucial parce qu'il pointe le risque de gélification du statut de l'enfant qui se trouverait figé sous le chef du signifiant génétique et donc complètement désubjectivé et démétaphorisé. Il ne peut plus s'accrocher à un S2. Autrement dit, pour rendre possible une réponse de l'enfant à l'autre qui serait alternative à ce que Manoni appelle la réponse psychotique, le désir de l'analyste doit, du point de vue du diagnostic, au sens où nous on l'entend, au sens analytique, c'est-à-dire de la détermination de la structure, le désir de l'analyste donc doit être à texture ouverte. C'est Manoni qui parle d'ouverture. Le diagnostic doit être à texture ouverte. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que la structure, c'est trivial, mais dans ce contexte-là, ça l'est beaucoup moins. La structure ne peut émerger qu'à la faveur du transfert, dont le déploiement diachronique dépend de l'ouverture préalable du désir de l'analyste. C'est-à-dire, pour être clair, il faut laisser ouverte la question de la structure psychotique dans l'orée du traitement et dans l'amorce du transfert. Sinon, la diachronie du transfert est remplacée par une dynamique de confirmation du risque de psychose. Alors, cette ouverture quant à la question de la structure psychotique me paraît d'autant plus nécessaire dans le cas de Georges que la cure avec ces jeunes patients requiert une technique plus active en général, notamment en raison des mouvements phobiques qui se manifestent dans leur abord au début de la cure. Et alors cette nécessaire ouverture du désir de l'analyste, que souligne Manoni, Lacan s'y est pas trompé, puisque dans les 4 concepts, quand il présente l'ouvrage de Manoni, le premier à être paru au Champ freudien, vous le savez, il rappelle l'importance d'interroger, dans ce genre de cas, non pas la structure psychotique, mais la dimension psychotique du rapport parental et maternel à l'enfant. Il parle de dimension psychotique, lui. C'est-à-dire que ce qu'il veut souligner par là, c'est qu'il faut saisir le point où, dans l'inconscient de l'enfant, peut être ancrée cette dimension psychotique, un moment où l'enfant est déphallicisé, désinscrit de la filiation à un nom du père. Mais pour pouvoir saisir le point où éventuellement il peut y avoir cette dimension-là, il faut laisser ouverte initialement la question de l'emprise, de la prégnance de cette dimension psychotique dans la structure psychique d'ensemble de l'enfant. Parce que l'ouverture à la question de la structure psychotique ne signifie pas indétermination, mais ça veut dire temporisation. Je pense que c'est ça qui est visé. Par exemple, les mouvements phobiques très présents chez les jeunes patients qui sont atteints d'un Georges, qui les conduisent parfois jusqu'à une difficulté pour entrer en contact visuel, ces mouvements phobiques ne sont pas nécessairement une défense contre les angoisses schizoïdes, mais ils peuvent aussi indiquer un pôle davantage triangulé, pivot d'une possible névrotisation ultérieure. Autrement dit, cette angoisse n'est pas le signe systématique d'une dominante psychotique du tout, et même si c'était le cas, le feuilletage des mécanismes de défense chez ces patients est tel que leur structure est fréquemment très mixte. Et je pense à un jeune patient, par exemple, assez inhibé et en retrait relationnel, qui, une fois au fond que l'informatique s'est apparu comme un signifiant majeur dans le cadre du transfert pour lui, à ce moment-là,
et donc des capacités qui montraient très fortes de ce côté-là. Il connaissait beaucoup plus de choses que moi. Il a déployé, c'est pas difficile, mais il a déployé en séance, à travers cette médiation, tout un dispositif de montage informatique qui est devenu un espace de transitionnalité. Et dans le cadre de ce montage, il a pu me figurer de manière complètement transparente toute une série de fantasmes originaires. Et la fonction de tout ce dispositif informatique, c'était d'introduire une fonction de coupure avec un versant plus névrotisant. Parce que ça lui a permis de faire appel à des traits professionnels, paternels aussi. Et donc ça a permis une véritable évolution. À mon sens, c'est en considérant la question de la structure psychotique depuis donc, la perspective de la dimension psychotique, à partir de là, qu'on peut éviter de voir dans la structure le fantôme d'un ancrage biologique, et que la mise en place de ce type de coupure symbolisante peut s'opérer progressivement dans la cure. Pour conclure, on pourrait penser que ces propositions sont locales, que c'est un peu une généralisation forcée, et qu'au fond, elles ne s'appliquent qu'au travail dans ce type de contexte très spécifique, c'est-à-dire médicalement quand même surdéterminé, hein, et en plus un phantojuvénile. On pourrait se dire qu'en plus, voilà, la constitution de la structure est peut-être pas complètement achevée pour ces jeunes sujets, ou alors c'est des cas très mixtes. Finalement, ils ont une leçon limitée à nous donner. Mais je pense que les leçons de cette clinique sont assez généralisables, puisqu'elles sensibilisent au fond à un point à la fois épistémologique et clinique qui est majeur, du côté du désir de l'analyste, en rappelant que seule son ouverture détermine l'apparaître et l'appréhension de la structure dans la diachronie du transfert. Cette leçon me paraît prolonger l'avertissement freudien, puisque dans les nouvelles conférences, Freud rappelait que dans la mesure où l'actualité de la structure ne se dit que dans le transfert, sa détermination, c'est-à-dire le diagnostic, ne peut se faire que dans un après-coup irréductible. Et c'est seulement cet après-coup qui permet la prudence clinique nécessaire au potentiel transformationnel de la cure. Vous vous rappelez que Freud écrit dans les nouvelles conférences, nos diagnostics n'interviennent très fréquemment qu'après coup. Ils sont de la même espèce que l'épreuve des sorcières du roi d'Écosse que j'ai lu dans Victor Hugo. Ce roi affirmait être en possession d'une méthode infaillible pour reconnaître une sorcière. Il la faisait cuire, bon, hein, pas de comité d'éthique, il la faisait cuire dans une bassine d'eau bouillante, et puis il goûtait la soupe. Après quoi, il pouvait dire, c'était une sorcière, ou non, ce n'en était pas une. Il en va de même pour nous, sauf que c'est nous qui sommes lésés. Nous ne pouvons pas juger le patient qui vient pour un traitement, pas plus que le candidat qui vient pour une formation, avant de l'avoir étudié analytiquement pendant quelques semaines ou quelques mois. Optimiste, hein ? Je vous remercie. Nous allons écouter Claire Gilly, qui est membre d'Espace, psychanalyste à Paris, qui est également sur Paris 7, responsable du diplôme d'université Voix et symptômes. Et Claire Gilly nous parle de la perversion au féminin, une amère version avec A parenthèse. Voilà. Et avec un point d'interrogation. Et un point d'interrogation, évidemment. Voilà, parce que c'est une hypothèse. Et bon, je vais reprendre la sorcière qui me vient de ma droite et qui va retrouver ici droite citée comme double d'une mère morte, donc avec un autre aspect. Alors, la perversion féminine a son lieu normal, à savoir la maternité. Vous aurez peut-être reconnu dans cette phrase ce qu'énonçait Alain Vanier en 2011, ici même, à Espace, dans une intervention qu'il avait consacrée à l'enfant, objet A de la mère. Alors cette affirmation n'est pas isolée, parce que lui-même avait fait le travail de recoudre cette affirmation avec les avancées de Freud et de Lacan, puisque Freud avait déjà repéré que c'est dans la relation mère-enfant que se niche la perversion, lorsqu'il écrivait dans un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci que l'amour de la mère pour le nourrisson, je résume, permet de satisfaire d'émotions de désir refoulées, mais là, je cite Freud, qu'il convient de désigner comme perverse. Alors avec le Lacan des années 50 et sa relecture du cas de la jeune homosexuelle, le pervers va se définir par son identification à l'objet imaginaire du désir de la mère. L'enfant fétiche n'est pas loin. Et c'est en 1959 que Lacan pointera aussi le maternel
comme lieu de la perversion dans son séminaire « Le désir et son interprétation ». Il dit « S'il y a moins de perversion chez les femmes », ce qu'affichent les statistiques des sociologues, je rajoute, ce qu'il y a moins de perversion chez les femmes que chez les hommes, c'est qu'elles satisfont en général leur rapport pervers dans leur rapport avec leurs enfants. Alors vous l'aurez compris, cela ne ferait pas trop plaisir à nos analysantes de l'apprendre, lesquelles protestent qu'il n'y a rien d'incestuel à dormir avec leurs enfants, qu'ils soient bébés ou adolescents. Je cite l'une d'entre elles, « Mais enfin, sentir un petit corps tout chaud contre soi, ne me dites pas que c'est un crime. » Voilà. Or, le dire tout en souhaitant que cela ne soit pas dit, voilà donc déjà le déni qui arrive, la Verleugnung, et qui s'en mêle, et qui se mêle au dire dont nous avons entendu parler ce matin. Alors, interroger la perversion au féminin et mettre l'hypothèse qu'il pourrait y avoir un devenir pervers de la femme nécessite de revisiter les figures cliniques qu'elle convoque, le plus souvent rangées du côté de l'hystérie ou de la psychose, comme en témoigne cet ouvrage d'Alain Abelhauser qui s'appelle « Mal de femme, la perversion au féminin », où il revisite tout un ensemble de cas cliniques. J'en tirerai un tout à l'heure pour avancer dans mon propos. Alors, pas seulement des figures cliniques, il y a aussi des figures littéraires, culturelles, qui viennent présentifier de façon récurrente des représentations sociales d'un féminin que je vais appeler supposé pervers, mais qui a le diable au corps et déclenche l'opprobre, la fameuse Verpönung freudienne. Alors on reconnaîtra là la femme serpent, la dame de fer, les diaboliques, les sorcières, les criminels, la domina, et même certaines humoristes au féminin. La mauvaise rencontre avec la pulsion et les distorsions et Aberrungen, les aberrations qu'elle implique, n'est pas que l'apanage du masculin. Les formations de l'inconscient révèlent une hyperactivité de la tendance à la perversion chez le névrosé. Et bien entendu, la névrosée n'y échappe pas et s'épuise elle aussi à la refouler et bien sûr au prix du symptôme. Sa passion tragique pour le manque chez l'autre s'origine dans la Mutterbindung, le lien à la mère, et idéalisation et sublimation viennent au secours de cette tentation chronique à la déviance qui reste à l'état de tentation chez le névrosé ou bien de théâtralisation perverse, mais dans l'espoir de soutenir son fantasme, voire son désir. Comme l'écrit Gérard Pommier, pourquoi innocenter le côté diabolique du désir? Mieux vaut être prévenu qu'il est prêt à faire des siennes dans n'importe quelle structure. Alors, vous le savez, des aveux et défis, c'est un devis, défis président à l'émergence de la perversion comme structure, à distinguer de la névrose et de la psychose, imprimant une politique et un visage autre à la castration. Et ça, je pense que ce sera un des sujets de Paul-Laurent Assoun tout à l'heure. Alors, être le supposé savoir sur la jouissance de l'autre, eh bien, c'est ce que soutient le pervers. Dire que la perversion est la version du père ou version vers le père, crée un point aveugle sur la mère. Car la mère ne laisse pas toujours le champ libre à la scène pédophile, incestueuse ou criminelle. A-mère, A-mère, elle en serait absente. Non, elle peut s'y incruster, en être partie prenante, voire même en être l'instigatrice. Cette amère version de la perversion est donc à remettre au travail avec les incidences qu'elle peut avoir dans la clinique, et c'est ce que je propose ce matin. Alors évidemment, quelques mots de rappel s'imposent sur la perversion comme structure, à distinguer des traits pervers, de la tendance à la perversion, de la perversité, avant de l'envisager sur son versant féminin. Donner une définition du pervers conduit à essayer de se retrouver dans un labyrinthe lexical étymologique qui vacille d'un référent à l'autre. La confusion épistémologique, ce qui va très bien avec la perversion, est d'autant plus importante à souligner qu'il est coutume de dire que nous ne voyons pas de pervers en analyse. Le pervers serait celui qui quitterait nos cabinets, donc on le reconnaîtrait une fois qu'il serait parti, dans la mesure où il n'est pas équipé psychiquement pour s'aventurer au-devant de sa vérité. Il ne serait pas à quitter ce bricolage qu'il a opéré avec sa pulsion pour faire tenir quelque chose de sa jouissance.
Alors, à l'origine de l'étymologie, le pervers comme la perversion, le pervers, la perversion n'existe pas. Seul l'acte pervertir existe dans le lexique, un lexique du IIIe siècle qui nous envoie très rapidement vers le religieux. L'acte pervertir vient du religieux. L'origine, c'est pervertere, vertere que l'on peut traduire par tourner, avec l'idée d'un renforcement de l'acte par le père. Le père PER en latin, pas le père PE accent grave RE, quoique. Donc, qui va faire déplacer, pivoter, tournebouler, mettre sans dessus-dessous. Autrement dit, il s'agit bien de tourner, mais de mal tourner. Et l'adolescent qui tourne mal, c'est bien la grande phobie et frayeur des parents. Nous y reviendrons pour essayer d'interroger l'adolescence comme peut-être moment hypothétique d'un déclenchement de cette structure perverse. Alors, dans le latin ecclésiastique, je l'évoquais, pervertere désigne certes cette sorte de torsion, mais pas de l'acte au quotidien, mais un acte de perversion opéré sur la lettre, un détour de la lettre sacrée. On va faire imprimer une torsion à cette lettre et en plus faire acte de prosélytisme. Très rapidement, ça va prendre le sens de vicieux, et c'est donc le pervers vicieux, c'est celui qui a mal tourné et qui serait donc un interprète à l'envers des choses, de la lettre, expert en palinodie. Mais vous voyez, il n'y a pas vraiment cette dimension de l'acte que va prendre ce terme par la suite. Il faut attendre le XIXe siècle avec les recherches médicales et l'émergence de la psychanalyse pour que s'installe, en déblayant ce champ du religieux, quelque chose qui pourrait permettre de définir l'acte pervers. Alors, à travers les expertises médico-légales où il faut à un moment nommer ce qui se passe. Là encore, affolement du lexique, parce que, bon, vous connaissez le travail de Georges Lanteri-Laura sur la perversion, où, si on fait le déploiement nosographique des termes, on trouve, je ne les dis pas dans l'ordre, mais nomomanie instinctive, déviance, discordance, aliénation mentale, perversion morale des instincts, perversion sexuelle, anomalie, des pulsions de genre, ça c'était Krafft-Ebing, aberration sexuelle, ça c'est chez les Anglais. Et c'est cette nomenclature, et seulement celle-là, aberration sexuelle, que va reprendre Freud dans le sens de égarement, dérapage, errance, détournement, déviation. Nous avons la chance en français de pouvoir élargir encore plus l'éventail et d'essayer d'en entendre quelque chose dans les dires et les dires sur les actes que nous rapportent les patients. Alors, on ne peut pas parler de clinique lacanienne sans faire évidemment référence à Freud, nous l'avons tous fait, mais en sachant que bien sûr ces fameuses sexuelles Aberrungen, aberrations sexuelles, c'est celles sur lesquelles feront fond le fétichisme pour Freud, et il tisse autour d'elles, voilà je retrouve le tissu, ça c'est un petit clin d'œil pour Marielle, il va tisser autour de la question des aberrations et du fétichisme toute une toile épistémologique qui insère, vous allez très vite les reconnaître, la castration, le complexe de castration et la déviation de la pulsion affectant ces quatre composants. Je ne m'étendrai pas sur nos classiques freudiens. Mais en n'oubliant pas que par la suite, il va pouvoir parler de perversion comme symptôme, revoilà symptôme, comme symptôme morbide, qu'au moment où il va y avoir exclusivité et fixation qui vont donc caractériser quelque chose de la structure qui nous éloigne de cet acte accidentel qui pourrait se produire. Alors, grand est le risque que ce qu'il dit aussi de cette séduction sur l'enfant vienne se colloquer avec l'influence des soins maternels, jusqu'à la pulsion d'emprise, en tombant dans les raies de la demande et du désir de l'autre, en l'occurrence cette mère. Cette emprise de l'autre procède de l'aliénation pulsionnelle et le sadomasochisme, si je peux le reformuler comme ça, en constituerait l'enveloppe formelle et la pulsion d'emprise, pétrie de pulsion de mort, le ciment. Alors cette transfusion d'un corps à l'autre se ferait transfuge à l'affût de toute possibilité d'un certain putsch pulsionnel. Alors plus que la pulsion, c'est le pervers
que le pervers va privilégier l'excitation. Je vous renvoie au travail de Paul-Laurent Assoun sur l'excitation, où il dit, dans un de ses chapitres, que le pervers voue un véritable culte à cette excitation, en se rappelant que l'excitation est à la genèse de la pulsion. Donc ça commence à mal tourner dès l'émergence de cette excitation. Je cite Paul-Laurent Assoun. Selon Paul-Laurent Assoun, l'autre qui forme ce couple diabolique avec le pervers ou la perverse joue à son insu, je le cite, le rôle de soutien de l'excitation comme tenant lieu du désir, en magnifiant la passion haineuse et en légitimant la jouissance assassine. Sur cet assassinat et sur cette haine, je reviendrai pour conclure. Alors, comment passer maintenant de la perversion et tout ce que nous avons pu lire de Lacan à cette hypothèse d'une amerversion ? Alors, vous le savez, c'est tout le génie de Lacan d'avoir repositionné la question de la perversion par rapport à l'autre, la jouissance de l'autre, et de faire le fétiche un signifiant sur lequel le sujet se fixe. Et on retrouve cette hypothèse de la fixation freudienne. Il précise, Lacan, la perversion, c'est une opération du sujet, en tant qu'il a parfaitement repéré ce moment de disjonction, autre mot de la déviance, mais de disjonction, par quoi le sujet déchire le corps de la jouissance. Autre façon, avec cette déchirure, de parler de la division. C'est de ce point, du lieu de A, petit a, que le pervers interroge ce qu'il en est de la fonction de la jouissance. La jouissance qu'il vise, c'est celle de l'autre, virgule, en tant que lui en est peut-être bien le seul reste. Lacan s'élève contre le savoir établi jusque-là, faisant du pervers celui qui ne viserait que sa propre jouissance, sans prendre en considération l'autre. Et c'est dans le séminaire d'un autre à l'autre qu'il dira que le pervers est celui qui se consacre à boucher ce trou dans l'autre, très souvent formule à laquelle on réduit la perversion. En rajoutant, ou c'est peut-être moi qui le rajoute, en lui supposant un désir qu'il n'a pas, le pervers peut provoquer la division de l'autre par sa jouissance, déniant ou n'ayant jamais compris ni envisagé que cette division s'effectue par le signifiant. Et c'est bien pour ça qu'il le bâillonne dans certains dispositifs. Alors peut-être ce qui nous éclaire encore plus sur cette position du A, dans le fantasme pervers, et pas seulement le fantasme, l'acte pervers, c'est une référence que je vais faire à Kant avec Sade en 1962, où Lacan précise que dans la perversion, le fantasme s'écrit A, poinçon, S barré, c'est-à-dire dans le sens rétrograde de la formule du fantasme du névrosé. S barré, désir de, c'est le poinçon de A. Donc, A se retrouve face à ce S divisé, mais bon, pas seulement pour le plaisir de jouer avec les mots et de sacrifier à cette distorsion du signifiant, mais sidéré, ça ressemble quand même drôlement à l'envers du désir. C'est que le petit a va sidérer ce S barré, qui peut être la mère, mère barrée. Alors cette inversion de la formule écrit le fait que le sujet pervers tente de se faire équivaloir à l'objet, d'où une asubjectivation, avec ce A privatif qui précède toutes les théories de la désubjectivation dans l'articulation fantasmatique, ce que finalement Freud avait très bien compris quand il avait énoncé à la forme passive le fantasme masochiste, un enfant est battu, ein Kind wird geschlagen, et où c'est utilisé à la forme passive pour montrer la désubjectivation à l'œuvre dans ce fantasme. En 1975, Lacan fait du père respectable, c'est lui qui le dit, au risque de choquer son auditoire, celui qui est perversement orienté, c'est-à-dire fait d'une femme l'objet petit a qui cause son désir. Et a rajouté que c'est parce que la femme, la mère, serait en A pour le père, qu'elle pourrait accueillir l'enfant en position d'objet petit a. Il y aurait donc une filiation des objets petit a par déplacement successif. La perversion du père permettrait à la perversion féminine de se déployer dans la maternité, si on suit cette thèse.
Mais est-ce que ce ne serait pas quand même un peu pervers d'aller dire que finalement la mère aurait besoin de cette perversion du père pour installer la sienne ? J'évoquais tout à l'heure cette question du déclenchement à l'adolescence, on parlait de déclenchement de la psychose tout à l'heure. Alors peut-on postuler à l'adolescence un déclenchement pervers au moment où la puberté reconfigure le rapport du corps à l'autre et à la pulsion ? Pourrait-on l'envisager comme on envisage le déclenchement à la psychose ? Auquel cas, comment pourrait-on passer de cet enfant au féminin à une adolescente dont le portrait métapsychologique commencerait à prendre les colorations d'une perversion adulte ? Parce que finalement, au moment de l'adolescence, surgit quelque chose de l'ordre de la délinquance, c'est-à-dire au plus proche de l'étymologie, une délocalisation. La délinquance, c'est la délocalisation. Or, la délocalisation de l'auto-érotisme à l'altéro-érotisme est quand même supposée donner une chance au désir, à l'amour et au sexuel de trouver une adresse autre que celle du corps propre. Se délocaliser de son propre corps pour aller vers le corps de l'autre, c'est bien tout de même l'enjeu de l'adolescence. Mais ça peut être au risque d'un dérapage à repérer dans le clinique. Quelque chose ne se ferait pas dans ce mouvement de translation vers l'autre que je pourrais appeler transhumance hors des sentiers auto-érotiques de l'enfance. Avant d'aborder quelques figures cliniques, rapidement quelques figures culturelles de cette perversion au féminin que j'évoquais en introduction, je parlais de l'humoriste, mais quand même l'humoriste, c'est bien celui qui, au-delà du texte religieux, va se saisir de votre parole et va distordre le discours, en relever des traits, les faisant passer par le laminoir d'un miroir déformant et grossissant jusqu'à la caricature. Nous parlions d'interprétation ce matin, mais quelle n'est pas quelquefois notre surprise d'entendre nos interprétations reprises, déformées, leur faisant dire tout à fait autre chose, avec un petit rire, un petit peu moqueur, mais qui ferait à ce moment-là quand même pivoter ce qui est en train de se passer dans le dire de l'analysant. Alors, on a la figure de la domina. Est-ce qu'elle serait un envers de la déesse mère ? Je ne touche pas trop à ce problème qui a été souvent évoqué et source de discussion. Mais certaines de ces femmes, donc, s'en foulent, se mettent en groupe et se lèvent, telles des érinies, d'une génération à l'autre pour commettre le meurtre, la haine et la vengeance. Tandis que d'autres sont seules, la domina, très seule. Sacher-Masoch, qui nous a quand même beaucoup appris sur toutes ces figures-là et sur laquelle la culture a réécrit énormément de choses, lui, il est venu brouiller les cartes du masochisme et du mysticisme en faisant monter sur la scène littéraire de la culture une certaine Dragomira, Vénus de glace, qui va quand même supplanter la Vénus à la fourrure. C'est une figure féminine du divin déchet et elle est héroïne d'un livre qui est quand même tombé dans l'oubli pendant 70 ans, qui s'appelait La pécheuse d'âme et qu'on lit très peu parce que c'est un petit relent religieux qui finalement n'est pas trop tentant. Et donc cette femme, cette Vénus de glace, a pour religion l'être pour la mort. Et on la retrouve, si vous voulez bien me permettre la comparaison, sous les traits d'Erika dans le film La pianiste de Haneke, qui est enfermée entre sa mère et son piano et qui s'extrait de son inhibition pour se livrer à des rituels voyeuristes et d'automutilation. La Bible ne nous donne pas vraiment d'équivalent du divin déchet au féminin, un Job au féminin. On rencontre par contre les filles de Lot, qui vont venir à l'envers incester le père, et pas seulement parce que le père, une représaille, parce que le père les aurait livrés aux gens de Sodome et de Gomorrhe, mais parce qu'elles veulent une fille. Elles posent l'hypothèse qu'il n'y a plus aucun homme pour elles sur terre, donc elles vont aller à tour de rôle faire un acte sexuel avec le père, faisant de lui un père incestueux, et au moment où le Dieu, le grand autre divin, est totalement silencieux. Alors nous avons des sortes de mères bis, des paramères, que l'on trouve dans la littérature,
les sorcières, les marâtres, les marraines, les nourrices, certaines nourrices déviantes, des nourrices qui vont tuer les enfants, qui finalement, heureusement, sont des doubles culturels et sociaux de la mère, de même que finalement les Érinies, ça nous arrangeait bien parce qu'elles venaient faire se lever la vengeance, retirant la culpabilité de l'acte meurtrier. Et ces sorcières, ce sont celles que vont consulter les mères, les filles, quand la mère est morte, demandant à ces sorcières de s'élever contre le savoir du père. Alors, quelques figures cliniques de la perversion, rapidement. On entend plus parler de la perversion côté des enfants, parlant de leurs parents, que du côté des mères. On entend plutôt du côté des mères une peur que, justement, ces soins qu'elles prodiguent au bébé puissent à un moment être perçus comme déviants. Peur que les chatouilles dérapent ou soient perçues comme déviantes. Je vous rappelle ce que disait Lacan dans l'envers de la psychanalyse, ça commence à la chatouille et ça finit par la flamber à l'essence, et c'est ça la jouissance. Alors, Abel Hauser a vraiment ressaisi le syndrome de Midov, qui a une proximité très troublante avec le syndrome de Munchausen, puisqu'il s'agit de mères, le plus souvent, de femmes le plus souvent infirmières, qui, au détour de soins prodigués à des enfants, vont finalement commettre un acte meurtrier sur l'enfant. Je ne reviendrai pas sur la description absolument saisissante et l'analyse qu'il en fait, mais on pourrait peut-être dire qu'on n'est pas loin du « on tue un enfant » de Serge Leclerc et des mythes fondateurs de la mythologie, et que c'est bien de meurtre d'enfants dont il s'agit, c'est-à-dire opérés par des médées costumées en infirmières. Alors moi, je voudrais par contre me saisir de quelque chose de beaucoup plus épineux, qui est la question de la pédophilie au féminin. J'ai plus que... C'est bon, ça va finir. Je vais finir par la pédophilie au féminin, à partir de récits de patients comme de praticiens, où on entend parler, par exemple, de mères qui vont tenir la main de leur enfant qui est en train de se faire violer par le père, le frère ou l'oncle, non pas du tout d'ailleurs pour rassurer l'enfant, mais c'est pour éviter qu'il crie parce que ça pourrait faire perdre ses moyens au violeur. Sick. Alors, s'agit-il d'un déclenchement de la psychose, une perversion au féminin ou de perversion au maternel? Il y a toute une équipe de recherche, sociologues, juristes et psychanalystes, qui travaillent sur cette question. Alors, je finirai par cette vignette clinique que je vous laisserai interpréter chacun à votre manière. Au lendemain de sa communion solennelle, une mère demande à sa fille de revêtir l'aube à la blancheur virginale. Cette jeune fille pensait alors que son désir religieux l'amènerait un jour à prendre le voile une fois sa majorité atteinte. La mère convoque le père à prendre des photos devant la fenêtre ouverte. La jeune fille trouve déjà assez incongru ce décor profane donné à son aube, mais se soumet à la demande parentale. La séance terminée, la mère rapporte des robes d'été, largement décolletées, et intime à sa fille l'ordre de la passer. La jeune fille engage une première négociation pour aller changer de tenue dans la pièce à côté, ce qui lui vaut des commentaires acerbes sur sa pudeur. On la fait revenir devant la fenêtre, pronom très défini, la mère, fait reprendre la séance de photos. Et la jeune fille refuse par contre de déboutonner le haut de sa robe, comme on lui demande, pour laisser apparaître sa poitrine naissante. La mère, agacée, va vers elle et sans ménagement la dégrafe et écarte les pentes de la robe. Cette jeune fille, préadolescente de 10 ans, tente de masquer les rondeurs convoitées par le regard parental. La mère se déplace alors vers elle, lui donne une claque et la fusille, comme elle le dit, de son regard bleu de SS. Elle obtempère en pleurant. Les photos seront exhibées à la famille et aux amis, ce qui la cloue sur place. 5 ans plus tard, la mère quittant le domicile pour faire des conférences lui enjoindra d'être la petite femme du père en son absence, ce que lui rappellera le père au moment d'avoir des actes incestueux avec elle. Bon, c'est déjà assez chargé comme histoire, mais il faut savoir que 10 ans après, cette jeune fille devenue mère va perdre son deuxième enfant de 9 mois d'une mort subite du nourrisson lors d'un voyage en voiture.
Et elle va dire en séance qu'elle n'arrive pas à en parler. Dès qu'elle veut en parler, une mélodie la hante, extraite de Nuit et brouillard de Ferrat. Ils n'arriveront pas tous à la fin du voyage. Et elle trouve que c'est incongru le rapprochement qu'elle fait, et elle a honte de rapprocher les deux scènes. Donc elle préfère se taire pendant plusieurs séances, et puis un rêve va venir stopper ce fantôme vocal. Elle se voit au moment de l'enterrement, elle doit acheter une robe blanche pour le bébé, et elle se voit revêtir sa mère d'une robe rouge pour l'enterrer. Je n'en dirai pas plus, mais on voit bien que derrière cette estocade portée à la mère, il y a bien l'infanticide qui vient prendre le relais d'un fantasme matricide avorté. Merci. Alors, je passe la parole à Bernard Teboul, que nous connaissons tous, qui est psychanalyste à Paris, qui est membre d'Espace. Voilà. Bernard Teboul, la dimension actuelle d'une structure clinique. Qu'est-ce que Freud appelle actuel ? Quand il parle de névrose actuelle, il est clair que cette expression, aussi étrange en français qu'en allemand, ne parle pas d'une actualité au sens premier du terme, qui veut dire contemporain. Il y a dans les langues anglo-saxonnes un emploi de ce terme qui s'entend le mieux dans l'anglais « actually ». Pour le français, c'est un faux ami, comme on dit, qui ne veut pas dire actuellement, mais en fait. Enfin, du point de vue des connotations strictement signifiantes, dans actuel, on entend acte, avec en plus cela qu'en allemand, un acte, en peinture, c'est un nu. Un mot pour rappeler ce que Freud désigne par névrose actuelle. La neurasthénie et la névrose d'angoisse. Il y aura aussi l'hypocondrie, ce serait tout à fait passionnant d'en parler, mais je vais à l'essentiel de cette période chez Freud. La neurasthénie est la maladie à la mode en cette fin du XIXe siècle. Elle vient des États-Unis dans les années 60 du XIXe siècle, d'un médecin qui s'appelait Beat. C'est une fatigue générale avec des petits symptômes divers, du genre migraine, mal de dos, problèmes digestifs. C'est un peu ce qu'à notre époque on appelle déprime. La similitude avec la névrose d'angoisse est, selon le Freud de 1893-1895, que la sexualité frustrée produit ces deux troubles sans élaboration psychique. C'est le point important. C'est là le critère différentiel avec les dites psychonévroses, hystérie, névrose obsessionnelle, paranoïa, qui sont causées par des représentations. La psychanalyse est alors en train de s'inventer. La sexualité est la cause générale des névroses. Le critère de l'élaboration représentative distingue entre névrose actuelle et psychonévrose. La neurasthénie s'expliquerait par la masturbation et la névrose d'angoisse par le coitus interruptus, frustrant et angoissant tout spécialement les femmes, note Freud. Freud est alors un homme jeune de 35-40 ans, en colère contre les limitations de la vie sexuelle qu'impose la crainte des maladies vénériennes et des grossesses. Le petit bourgeois de l'époque moderne, jusqu'à nous, disons, n'a jamais cessé de se révolter contre les limitations de sa sexualité. Et la Vienne de Freud résonne de l'alternative entre la misère de l'abstinence et l'horreur de la vérole. La description des névroses actuelles est au fond un récit de ces situations, de cette situation. On peut dire, en mobilisant certains des sens du terme actuel que j'ai cité, que le ratage sexuel y est pris sur le fait et que les névroses en prennent acte de façon directe.
c'est le premier point que je voulais avancer, une sorte d'immédiateté de l'effet névrotique. Sans médiation de pensée, un certain type de présent, en quelque sorte non temporel. Le terme actuel ajoute alors cela, de s'opposer dans la névrose actuelle par son ici et maintenant à la psychonévrose qui, elle, renvoie au passé du sujet, qui souffre de réminiscence. Vous vous souvenez de la formule de Freud à l'école de l'hystérie. La névrose actuelle est alors, si l'on veut, réelle quant à sa cause et quant à ses effets. Réelle au sens de non symbolique. Freud, plus tard, parlera de Realangst, d'angoisse de réel. On pourrait dire que la névrose actuelle était pour lui une névrose de réel. Mais quel réel ? On a pu considérer avec un sourire condescendant, j'ai même presque prêté tout à l'heure, les thèses massives sur la masturbation et le coït interrompu. Or, à y réfléchir, Freud s'emploie à considérer les mésaventures du sexe et les déboires du ratage sexuel. Mais Freud ne serait pas Freud s'il en restait à ce premier degré de la plainte névrotique. Il y a plus. Je voudrais dire, et ce serait mon second point, que Freud transforme à cette époque, l'époque des lettres et manuscrits à Fliss, la description du ratage sexuel en ce que Lacan appelle le non-rapport sexuel. C'est cela le réel enjeu dans les névroses. Il y a des empêchements du côté de la jouissance. Non seulement l'orgasme est contrarié, et de cela on peut encore faire grief aux conditions sociales, mais la fameuse décharge, même quand elle a lieu de manière adéquate, dit Freud, ne donne pas, loin s'en faut, la satisfaction attendue. Il y a donc, inhérente à la sexualité humaine, un facteur de défaut. Ce que le manuscrit K, dans les manuscrits à Fliss, appelle la source de déplaisir indépendante. Il voulait dire à l'époque indépendante de la morale, avec ses effets de pudeur, de dégoût, etc. Cette source est cernée par Freud, source de déplaisir, dans les mauvaises rencontres traumatiques du sexuel. Il travaillera, au fond, cette question de cette source interne de déplaisir inhérente à la sexualité pendant toute son œuvre, jusqu'à la découverte d'un au-delà du principe de plaisir qui ouvre la dimension pulsionnelle à toute autre chose que la satisfaction et que Lacan nommera la jouissance. Et maintenant, c'est le troisième point qui me mènera à ma conclusion. La clinique freudienne se répartit en deux axes majeurs, l'affect et le symptôme. Ce sont ces deux axes qui peuvent être dits actuels dans divers sens du terme et essentiellement dans deux sens, un sens temporel et un sens non temporel. Du côté de l'affect, c'est la question de l'angoisse qui focalisera le travail de Freud de bout en bout. Pour en venir, je résume on m'a dit d'aller très très vite, donc je résume rapidement et drastiquement, pour différencier dans l'angoisse qui sert à déclencher les défenses névrotiques contre la menace pulsionnelle, d'une part,
et d'autre part l'état d'angoisse, Ängstlichkeit, qui illustre au mieux la définition capitale de l'affect que Freud donnait dans Inhibition, symptômes, angoisse au chapitre 2. L'affect, ce sont des retombées de vécus traumatiques très anciens incorporés à la vie psychique. Et Freud ajoute dans ce passage que cela excède le point de vue économique. Autrement dit, c'est au-delà du principe de plaisir. L'angoisse d'état ou l'angoisse état est donc actuelle au sens où elle serait extratemporelle, car elle est tout entière prise dans la temporalité paradoxale du trauma, qui aura eu lieu, mais n'avait pas d'existence psychique initiale et ne se révèle que par après-coup. La rencontre du réel qui s'opère dans l'angoisse est donc articulée à une sorte de moment clé que Freud désigne du nom de détresse primordiale, la fameuse Hilflosigkeit, et Lacan d'imminence intolérable de la jouissance de l'autre. Quant aux symptômes, eh bien c'est aussi un effet de la rencontre du réel comme non-rapport sexuel. Il en est même le signe. Mais il en élabore une jouissance substitutive, nous dit Freud, toujours dans ce second chapitre d'Inhibition, symptômes, angoisse, en structurant en quelque sorte l'effet traumatique avec la fixation libidinale. Et je vous renvoie, pour en avoir les précisions, à la 23e conférence d'introduction à la psychanalyse, où Freud produit ce schéma déterminant et très célèbre de la causation des névroses. Donc, restructuration du trauma sous l'effet, en quelque sorte, de la fixation libidinale. Certes, l'état d'angoisse est aussi un mode de jouissance, mais envahissant, immobile, sans souplesse et sans égard au principe de plaisir, comme dès la Traumdeutung, dès l'interprétation du rêve, Freud le montrait à propos des rêves d'angoisse. Le symptôme, lui, se caractérise au contraire par sa productivité, investi de fantasmes, et où l'imaginaire a son rôle de construire le roman et l'historiole, en premier lieu édipienne, du sujet. La dimension temporelle, elle, apparaît plus nettement dans le symptôme que dans l'angoisse. Et cela en ce que la confrontation à l'absence de rapport sexuel se fait selon les modulations historiques des différentes sociétés. Il y a des différences évidentes entre le sujet qui obéit aux règles de l'alliance matrimoniale chez les Bororo ou les Nambikwara étudiés par Lévi-Strauss, et ce qui lui interdit l'inceste, le petit bourgeois du XIXe siècle et sa misère sexuelle, les 68ards, ou actuellement les captivés de l'Internet et qui s'en remettent aux sites spécialisés pour produire le ratage de la rencontre, voire pour se livrer à la masturbation, ce qui, si on suit le premier Freud, nous promet un monde de neurasthénique. Ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que le débat entre structure et histoire est déplacé ou dépassé parce qu'a mis au jour la psychanalyse contemporaine. L'événement de la rencontre du réel. Car une structure est la façon dont certaines défenses typiques,
connaissez, refoulement, formation réactionnelle, projection, répondent au fait de se heurter à l'absence du rapport sexuel. Et cette réponse s'adapte au contexte socio-symbolique du non-rapport. C'est là qu'on pourrait retravailler avec Foucault ce que lui appelle, en l'occurrence, agencement discursif. Et c'est pourquoi le dernier temps de l'enseignement de Lacan parle du symptôme. C'est le titre, vous le savez, de son séminaire de 75-76. La dimension non temporelle, alors, passe là du côté du symptôme. D'un symptôme dit fondamental, en ce qu'il caractérise la spécificité d'un individu. Il est le propre du sujet, son de jouissance particulière, ce qu'anticipait la fixation libidinale freudienne. Et c'est lui qui fait tenir la structure, le symptôme, en étant la pièce maîtresse d'une réalité psychique. Réalité fixée que dénude et cerne une psychanalyse, elle y trouve éventuellement son issue. Le faire avec le symptôme, comme nous disons maintenant, ressemble au fond à ce que disait le jeune Freud en 1895, à la fin du texte conclusif des études sur l'hystérie. Vous connaissez tous cela. La misère névrotique se réduit à un malheur banal. Voilà, j'ai voulu, parce que ça m'intéresse de le faire ces dernières années, reprendre la première inspiration freudienne pour montrer qu'elle n'est pas si éloignée des derniers enseignements de Lacan. Bien, nous allons maintenant écouter Paul-Laurent Assoun, psychanalyste à Paris, qui est un espace analytique aussi, qui est professeur honoraire de Paris 7, auteur de nombreux ouvrages, on ne va pas les détailler, mais les deux derniers, Tu es le mort, au PUF, et Leçons cliniques sur la sublimation, paru chez Economica Anthropos. Et un livre à apparaître sur le mystère conjugal. L'énigme conjugale. Ah oui, voilà, clinique conjugale. Bon, alors voilà, c'est apparaître. Terrible. Bon, Paul-Laurent Assoun, tu nous parles de structure freudienne et politique de la castration. Politique de la castration étant entre guillemets, voilà. Bien, donc on a l'expérience analytique, n'est-ce pas, et on a Lacan. Voilà, c'est ce dont il s'agit dans ces journées, donc on aurait peut-être intérêt à approfondir cette notion d'expérience psychanalytique, parce qu'on pourrait dire, il y a tout, là. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Qu'est-ce que c'est que l'expérience analytique ? Voilà. Et dans quelle mesure peut-on la relier ? Doit-on la relier au nom de Lacan, qui a rebaptisé l'expérience en quelque sorte ? Et là, nous introduisons un poids lourd, qui est la structure. Voilà. Structure qui est quand même un poids lourd, qu'il s'agit maintenant de définir, et qui, d'une certaine façon, fait peur à certains. C'est pour ça, d'ailleurs, toute une partie de la psychopathologie actuelle, non analytique, veut nous débarrasser des structures. Bon. Donc, nous, on les a sur les bras et on continue à les porter. Et Lacan a joué un rôle éminent dans ce fait de ne pas vouloir céder sur cette question qu'il y a de la structure, même si sa théorie de la structure a fortement évolué. Alors, ce qu'on dit d'abord, il faut le rappeler, ce qu'on désigne couramment par une expérience, c'est quelque chose de très particulier, qui n'est pas exactement l'expérience dite analytique. L'expérience, d'après les dictionnaires, Trésor de la langue française, c'est un processus d'acquisition des données du dehors. Or, qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on acquiert ? On n'accumule pas pendant une analyse. L'expérience est un vécu. Certes, le mot expérience, il faut l'assumer, mais c'est une expérience tout à fait particulière. Je voudrais évoquer cette question-là, qui me semble centrale. La structure mériterait même une journée en soi. Bon, elle a été opportunément placée là dans cette question de l'expérience analytique. Quel rapport il y a entre l'expérience et la structure ? Il faut savoir qu'il y a un ancien débat philosophique séculaire entre l'empirisme et le rationalisme. Je vais juste l'évoquer pour montrer comment la psychanalyse en hérite. Elle a beau pas être une science, elle est quand même drôlement dans l'épistémé. Et c'est pour ça qu'il me paraît un peu rapide de l'évacuer comme science, ce que n'attendent que nos adversaires. Ils avouent. Bon, non. On a un savoir très particulier. Lacan dit même qu'on en sait un bout, on est embarrassé par notre savoir.
Donc c'est plutôt le trop de science ou trop de savoir, c'est pas la même chose, qui pose problème. En tout cas, une expérience analytique, c'est alors d'abord il faut savoir ce que c'est que le grand débat de la théorie de la connaissance. Freud dit qu'il aime la philosophie, s'en méfie, mais il y a un truc qu'il aime, Freud, dans la philosophie, c'est la théorie de la connaissance. Donc il y a une théorie de la connaissance freudienne qui renvoie au rapport entre le sujet et l'objet. Comment un sujet peut connaître un objet, sortir de lui-même pour connaître l'objet. Voilà, ça me paraît très important. Il y avait deux grands courants, bien sûr, c'est un débat séculaire, l'empirisme qui dit que tout dérive de l'expérience, et l'expérience, c'est pas simplement l'acquisition, c'est la sensibilité, tout ce qui vient du dehors, alors que le rationalisme disait non, il y a de l'a priori. Voilà. C'est un point très important à citer au départ, c'est un peu aride, mais c'est très important pour entrer dans la question de l'expérience analytique, le rapport entre l'a posteriori et l'a priori. A posteriori quam experientia, il faut parler un peu latin dans cette histoire-là, bon, c'est-à-dire ce qui vient d'après l'expérience. Si je n'ai pas l'expérience, je ne sais rien. Et Freud lui-même dit au départ, à Fliess, qu'il est sans arrêt sous l'effet des impressions Eindrücke de ses patients. Donc les patients nous rendent empiriques, sinon empiristes. Bon. Par contre, le rationalisme dit non, il faut qu'il y ait de l'a priori quam experientia. Il faut qu'il y ait quelque chose avant l'expérience. Et donc il y a un débat séculaire, répétitif, comme tous les débats philosophiques. Comment est-ce que la psychanalyse se situe par rapport à cette histoire-là ? D'un côté, la psychanalyse est un empirisme radical. Ce que Lacan dit, ce que les gens, beaucoup de gens, ont de plus réel, c'est leurs symptômes. Voilà. Mais il y a aussi de la pensée. L'analyse, quand même, c'est quelqu'un d'assez bizarre dans la position, puisqu'il ne pense vraiment, il s'excite à penser qu'à partir du moment où il y a du symptôme. Voilà, c'est ça un analyste. Un analyste que le symptôme fait penser. Heureusement qu'il ne fait pas que ça. Heureusement aussi qu'il peut penser à autre chose. Bon. Et sur autre chose, les vacances chez Freud, il faudra en parler. Bon. Mais enfin, que détestent les obsessionnels. Bon, ils veulent toujours penser sur commande, donc les vacances. Bon. Enfin bref, un analyse sérieuse, c'est celui que le symptôme fait penser. Leibniz, que j'étais heureux de voir citer, qui est un rationaliste habile, disait « Rien, en effet, n'est dans l'entendement, c'est-à-dire dans la pensée, qui n'ait été dans l'expérience, si ce n'est l'entendement lui-même. » Voilà. Formule assez subtile. Alors que je vais paraphraser, rien n'est dans la structure inconsciente qui ne soit dérivée de l'expérience, si ce n'est la structure. Donc il y a un vertige là, c'est-à-dire que quand nous pensons, je vais y venir bien sûr, névrose, psychose, perversion, il ne s'agit pas simplement de réciter, il s'agit de comprendre comment on les obtient, comment elles se sont imposées à Freud, qui ne les a jamais posées comme une trilogie, comme Lacan, contrairement à Lacan. Enfin, curieusement, c'est Laplanche qui, en traduisant les textes, a constitué lui qui est pas tout à fait lacanien. Bon. Voilà. En tout cas, d'un côté, tout ce qu'on dit s'autorise et s'induit de l'expérience, est-il besoin de le rappeler, mais en même temps, l'expérience elle-même est aveugle. Elle est totalement aveugle. C'est pour ça, et là je suis d'accord, qu'il est essentiel de savoir lire. Il y a une idéologie de l'écoute. Écouter les patients traumatisés, etc. Mais enfin, l'écoute est analphabète. L'écoute est analphabète. Elle est extrêmement importante pour accuser réception. Mais si on écoute, d'abord on va avoir une otite à la fin. Bon, je vais m'amuser avec ça, mais enfin, voilà. Bon, ça va comme ça, quoi. Il est certain qu'on n'écoute pas ni tout le temps. Il y a quelques analystes qui s'endorment, parfois, c'est rare. Mais enfin, effectivement, il faut filtrer. Et là, il faut savoir écrire. J'ai pas très bien compris le débat de tout à l'heure, parce que c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire, on écoute, on écrit en même temps, et naturellement, on ne sépare pas les deux actes. Mais un peu une idéologie, disons, d'une certaine position du psychologue clinicien qui l'écoute d'abord. Ah non, à ce moment-là, vous n'entendez plus rien si vous ne faites qu'écouter. Ouais. Mais c'est pas une idéologie de l'écriture. Ça me paraît extrêmement important. Voilà. Donc, Lacan, là, est un nom de l'expérience analytique, parce qu'il cherche sur le fondement freudien, parce que jusqu'à Caracas, il le dit en tapant même sur la table, parce que raconte Safon, il tapait sur la table pour dire encore, in extremis, je suis freudien, libre à vous d'être lacanien. Bon, c'est un dernier vide, mais enfin, quand même. Voilà, donc rien de possible dans l'expérience, mais qu'est-ce qui se passe dans l'expérience analytique, C'est vrai, en un sens, il y a beaucoup de connaissances qui sont charriées par l'analyse, mais faire une analyse, c'est faire une expérience. Il y a d'autres expériences. Bon, il y a des expériences érotiques, il y a des expériences de savoir, etc. Mais alors, de cette expérience, il n'y a pas de protocole expérimental.
Un certain Rosenzweig, c'est pas le philosophe, mais qui demande à Freud, est-ce qu'on pourrait pas, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais démontrer ça. Et Freud dit non. Vous aurez beau accumuler les observations de mes patients, ça donne rien. J'avais vu un collectif il y a de nombreuses années, n'est-ce pas, où un certain Eysenck avait essayé avait cité la lettre à Rosenzweig en disant regardez ce type, il avoue que c'est pas une science. Mais non, il dit que c'est pas en accumulant les observations par un protocole expérimental qu'on sait quoi que ce soit d'expérience analytique. Mais attention de ne pas le débrancher de la science. Freud est absolument fidèle à ça. Et Lacan lui-même dit que c'est une jolie formule en télévision, pour Freud, la science est tabou. On n'y touche pas. Mais ce n'est pas l'apologie du scientisme. Enfin, c'est la fameuse dernière phrase de l'avenir de l'illusion. Hein. C'est une science à minima. On n'a pas mieux. Donc ce n'est pas une glorification de la science. Simplement, chaque fois qu'on sort de la science, on a moins bien. Voilà. Et ça, c'est un point extrêmement rigoureux pour nous, parce que c'est ce qui fait notre position aussi de transmission. Voilà. Alors, pourquoi est-ce là essentiel? Parce que nous, on a un nom pour l'a priori, qui n'est pas l'a priori rationaliste, c'est le mot structure. C'est-à-dire que, je vais le dire comme ça, si on avait une pure singularité, eh bien, on serait noyé dans la singularité elle-même, et on serait noyé aussi dans le sens. Tous ceux qui évacuent la structure réintroduisent très vite. Il y a un livre intéressant de Bergeret, qui est systématicien en son genre, mais la personnalité normale et pathologique. Pour nous, il n'y a pas de personnalité normale et pathologique. Il y a du symptôme, de la structure, du signifiant. Voilà. C'est les 3 S. Bon. Mais naturellement, on dit, vous exagérez, la structure c'est trop lourd, il y a des organisations psychiques, et donc on va produire naturellement dans la psychopathologie actuelle, ils adorent les hybrides en fait, c'est-à-dire le borderline, les personnalités comme Sid et Helen Dodge, tout ça c'est pas inintéressant, mais naturellement c'est ce que je répète chaque fois qu'on est limite dans la structure, on a envie de dire c'est un état limite. Lacan ne fait pas ça. Quand on lui présente présentation de malades, comme on disait à l'époque, voilà, un patient en disant on ne sait pas s'il est névrosé ou psychotique. Il écoute pendant 2 heures, et il répond, en l'occurrence, il n'est pas psychotique. Comment vous le savez? Il n'en a pas les arêtes. C'est pas des arêtes, c'est des arêtes structurales, voilà. Hein, bien que ça peut rester en travers de la gorge, mais enfin bon, voilà. Et c'est une citation freudienne, sur laquelle je vais revenir, bien sûr, c'est le fameux passage des Nouvelles Conférences où Freud produit une métaphore minéralogique de la structure, où il s'agit des arêtes cristallographiques qui sont les directions de clivage d'un cristal. Il faut faire attention à Lacan quand il cite, sans citer, mais il a parfaitement hérité de la structure freudienne. On peut même dire qu'au départ, il parle des structures freudiennes comme s'il y avait un brevet freudien sur les structures, enfin, dans les premiers séminaires, voilà. Ça me paraît extrêmement important. Donc, très important pour aborder l'expérience au sens psychanalytique, elle est absolument ouverte au réel, le réel lui-même n'étant que le bord de l'expérience. Dire un homme ou une femme d'expérience, c'est assez ridicule. Enfin, je suis un homme d'expérience. Une femme d'expérience, vraiment, ça veut dire c'est le sujet à nager là-dedans, dans un mélange d'imaginaire, de réel et de symbolique. Voilà. Mais il y a pas, ça se cumule pas. Bon. Même si on envoie des vertes et des pas mûres, on ne touche pas le réel. Alors ça me paraît extrêmement important, parce que Lacan, dans le premier séminaire, les écrits techniques de Freud, qu'est-ce qu'il dit? On a besoin de ces catégories élémentaires, je cite, que sont le réel, le symbolique et l'imaginaire. Pourquoi? Pour pouvoir distinguer quelque chose dans notre expérience. Voilà. Donc il faut avoir ces lunettes-là pour voir l'expérience, mais bien entendu, on passe son temps à alourdir nos descriptions. Les anti-structuraux, je ne dis pas structuralistes. Lacan a bien dit, le structuraliste, c'est une mode qui ne durera que ce que durent les roses. Par contre, la structure, c'est le réel. Bon. Eux disent, mais enfin, c'est beaucoup plus plastique, c'est beaucoup plus... Enfin, il ne faut pas rigidifier. Mais enfin, la structure, pour nous, c'est une très, très grosse complication. Voilà. Sur laquelle on ne veut pas céder. Donc il ne s'agit pas de rentrer les sujets dans des tiroirs en disant, dès l'entretien préliminaire, alors il est névrosé, psychotique ou pervers, mais il s'agit de dire que les sujets sont astreints à la structure. Voilà. Donc ce sont pas des tiroirs, c'est la structure et l'angoisse nécessaire de l'analyste,
qu'il a à endurer. Voilà ce qui m'était venu en repensant ça. Hein. Il endure et il lui crée sans arrêt des ennuis, mais si on ne passe pas par là, d'abord on désexualise massivement la question, ce qui revient à tous les coups d'ailleurs dans les hybrides, ils sont tous brusquement désabonnés au sexuel parce qu'ils ont des problèmes d'identité, c'est pas notre idée. Bon. Le mot structuralisme a été un gâchis d'une certaine manière, mais enfin, comme s'il y avait des croyants à la structure. Non, nous sommes structuralistes à minima, comme nous sommes dans la science à minima, mais de façon assez implacable, sinon vous aurez le DSM. Si vous dites que ce n'est pas une science, bon, on va vous dire d'accord, c'est bien. Donc on va faire l'inventaire, et naturellement, tout ce qui est l'essentiel du réel est évacué. Bon. Voilà. Alors c'est bon. Bien sûr, il faudrait faire, j'ai pas le temps de le faire, une histoire de la notion de structure. Hein. Dans toutes les sciences, on en a eu besoin, n'est-ce pas? Il y a des structures mathématiques, hein. Architecturales. Si le plafond ne tombe pas sur la tête, c'est qu'il y a de la structure. Bon, voilà. Donc, la structure, c'est ce qui fait tenir. C'est ce qui ferait tenir la structure chimique des corps. C'est ce qui fait tenir, on le sait depuis Saussure, les systèmes linguistiques. Bon. Donc, et puis même un tissu. Un tissu, c'est rien d'autre qu'une structure. Et c'est pour ça que je proposerais d'ajouter Freud, je le disais tout à l'heure, pour avoir le brevet là, sur le tissu, parce que c'est ce qu'il dit dans les nouvelles conférences. Puisqu'il dit dans un passage qui a choqué certains ou certaines que finalement la grande contribution de la femme, ça a été justement l'invention du tissu, que dans un passage inoubliable, il compare au feutrage du sexe féminin, hein, ce qu'on fait assez rarement décrire le sexe féminin, pour montrer que du coup le tissu c'est un entrelacement fondamental pour cacher dans le fantasme ce qu'on n'a pas. Donc le premier théoricien, en tant que métaphore, c'est bien Freud, et nous sommes toujours dans le tissu. Et ça tient. Hein, la métaphore textile, c'est que ça tient. Donc les théories de l'organisation psychique actuelle, qui sont à la mode, ne veulent pas que ça tienne. Ils pensent que c'est de l'organisation intermédiaire, bien appropriée au style du malaise dans la culture ambiante, mais c'est une autre question. Donc notre problème, c'est pas de dire « ouf, il est psychotique, ouf, il est névrosé, ou il est pervers », mais est-ce qu'il en a les arêtes ou pas? Et ça peut durer toute une analyse. Mais on a intérêt à jamais le perdre de vue, sinon on va s'exposer à des sacrés bévues. Hein, sans être obsédé dans la carte d'identité du patient qui se présenterait sa carte de psychotique ou de névrosé. Et bon, et quand c'est mêlé, c'est qu'on n'a pas encore compris. Je suis désolé, on ne peut pas être psychotique et névrosé à mi-temps. Il y a toujours un moment où l'épreuve de vérité a lieu. Hein. Donc c'est une position un peu radicale, mais elle est minimale. Voilà. Alors pourquoi est-ce que... rapidement, c'est des questions essentielles d'épistémologie psychanalytique, parce qu'il y en a quand même une d'épistémologie analytique, hein, en tout cas freudienne. Et puis il y a une épistémée lacanienne quand même, qui fait que Lacan n'a cherché qu'à construire une mathésis rigoureuse. Bon. Il est presque trop rigoureux, il le dit lui-même, c'est presque suspect. Bon. Donc, la question évidemment très, très importante, c'est d'une part, pourquoi est-ce qu'il y a de la structure? Parce qu'il y a, ai-je besoin de le dire, second poids lourd, la castration. Parce que c'est l'angoisse en dernière analyse. Et j'aime bien, moi, le mot politique de la castration, qui est très paradoxal, parce qu'une politique, c'est intentionnel, alors que la castration, on y est abonné de force, hein. Mais j'y reviendrai bientôt dans ma conclusion. On peut, à partir de là, dire que la grande thèse anthropologique de Freud, c'est que le sujet humain, en tant que par l'être, au sens lacanien, n'est-ce pas, c'est un sujet qui pâtit de la castration. Ça, c'est spécialement pour nous, parce que l'angoisse animale, elle existe. L'angoisse de séparation, hein. Lacan parle de l'angoisse de sa chienne. Bon. Voilà. Mais il y a cette angoisse symbolique, voilà, qui fait que c'est le point absolument spécifique du freudisme. Aucun analyste ne devrait prendre la parole, sans non pas réciter, mais sans se référer à la castration, parce que c'est ce qui distingue de tout autre discours. Mais à partir de là, il faut bien avoir une politique de la castration. Et il n'y en a pas 36, il y en a 3. Hein, et ce ne sont pas simplement des mécanismes de défense, ce sont des formes judicatives de jugement sur la castration. Le refoulement n'a jamais été simple. C'est un processus psychologique. Enfin, quand même, Freud n'a pas peur du mot psychologique et psychique, ce qui, chez Freud, est presque de l'ordre de la phobie. On ne parle pas de la vie psychique. Bon, Freud parle de la vie psychique. Mais le refoulement, c'est quand je prononce un jugement. L'affaire Drengung, je ne veux pas de cette pulsion, pour toutes les raisons que vous savez. Bon. Et à la fin, j'invente que c'est parce que le père est là. Mais enfin, bon, c'est pas d'abord j'ai peur de ma pulsion, etc.
De même, l'affaire Lognung. Il y a une logique judicative qui fait que, dès lors, je suis obligé de prendre position envers la castration. Alors, j'aimerais bien voir comment un borderline s'arrange pour ne pas prendre position sur la castration. Mais bon. Alors, ça serait formidable. Alors, c'est l'homme de l'avenir. Non, mais je veux dire, c'est très, très important parce que c'est un très gros enjeu dans l'anthropologie analytique et clinique, à laquelle je tiens beaucoup. Bon, c'est-à-dire, certains analystes pensent qu'on peut s'en passer. Je ne pense pas du tout, parce que là, il est essentiel de voir cette position par rapport à la castration qui a d'énormes effets sociaux et culturels. Mais enfin, Freud disait, tous ceux qui nous débarrasseront de l'embarrassante suggestion sexuelle seront bienvenus, sauf à préciser, et surtout de la question de la castration, dont le dernier gadget est la résilience, bien sûr. Qui fait que la résilience garantit le merveilleux malheur. Alors là, et on nous en raconte des histoires. Ça, je ne sais pas d'où il les tire, mais enfin, c'est vrai qu'elles sont fascinantes. Sauf que tout ça, c'est un rideau de fumée sur ce truc-là, parce que c'est ce que nous enseignent nos patients. Alors, j'avance et je fais ma conclusion, mais voyons au moins pour désigner ces questions essentielles. Du coup, Freud a cette géniale métaphore cristallogique, bon, qui est cette question. On ne peut pas comprendre la Spaltung, le fait que le sujet... Alors, Lacan va radicaliser Freud, c'est un radicaliseur de Freud, Lacan. Il va jusqu'à dire, c'est pas simplement la Spaltung du pervers, le sujet est divisé. Et il est divisé sous le choc de la castration. Il reste pas inactif, Il fantasme, il délire, il transgresse, mais en tout cas, on ne peut pas rester neutre par rapport à la plaisanterie pas drôle du tout. Voilà. Je rappelle que c'est adressé à l'excitation de mai 68. Vous pouvez toujours rire, mais ça, la plaisanterie pas drôle du tout. Et après mai 68, vous voyez la masse des déprimés que ça a fait. Bon. Sauf que les habiles se sont reconvertis, mais les autres... Bon. Voilà. Donc autant savoir que c'est la plaisanterie pas drôle du tout, d'où l'humoriste. Mais je signale quand même que, à mon avis, le vrai humoriste, l'expérience le confirme, c'est celui qui se suicide. Non, je suis désolé, enfin, il faudrait avoir le temps de faire une histoire des humoristes, mais les grands humoristes, tous les grands, les amuseurs, non. Oui, bon. En tout cas, c'est un rapport au surmoi qui est extrêmement violent chez le vrai humoriste. C'est ce qui fait il nous donne un peu de baume au cœur du côté de la castration, qui prend sur lui. Mais, à mon avis, c'est un métier à risque. Bon. Alors, en tout cas, quand on n'est pas... et les moments d'humour aussi, où on trouve quand même la plaisanterie un peu drôle, et puis le castration lust, le plaisir à la castration. Bon, bref. Mais je rappelle juste ce texte essentiel. Qu'est-ce que nous dit Freud ? N'est-ce pas ? Il nous dit que les malades de l'esprit, sont des structures fissiles, comme des structures cristallographiques. Et il prend l'exemple du cristal. Quand un cristal tombe par terre et éclate, il se brise, mais pas n'importe comment. Et ça me paraît le point essentiel de la portée psychopathologique de la structure freudienne. Vous voyez qu'il est structuraliste en ce sens, entre guillemets. C'est-à-dire que le cristal lui-même est un objet géométrico-physique, qui est tout à fait fascinant, n'est-ce pas ? Il y a dans la nature des objets mathématiques concrets qui sont les cristaux. Mais ça n'éclate pas n'importe comment, sauf les flacons de Bologne qui éclatent. Bon, ouais. Il y a toute une cristallographie freudienne. Il faudrait même en enquêter sur son professeur en cristallographie à l'université de Vienne, qui a pu avoir une certaine influence, d'où il tire ça, enfin, après tout. Mais c'est d'après les directions de clivage de la structure. Voilà. Ce qui fait que quand vous avez un sujet, vous n'avez pas du tout un sujet en morceaux, ou un sujet flou, que dans un brouillard, quoique certains sujets commencent par le brouillard. Mais enfin, derrière le brouillard, vous trouvez le père, vous trouvez... Bon. Donc, il faut faire de la minéralogie pour parler de la structure. Mais le point très important, c'est qu'en psychopathologie, contrairement à la cristallographie, il faut qu'il y ait de la casse pour que la structure se montre. Enfin, moi, ça m'a fait aussi penser concrètement à des patients qui ont un traumatisme énorme parce qu'ils sont cassés le bel objet en cristal de leur mère dans l'enfance, et c'est vraiment, ça laisse des traces indélébiles, alors que c'est une grosse bêtise, mais il ne faut pas exagérer. Non, il y a quand même des cassures structurales. Et donc, ce qui veut dire, une conclusion très importante sur cette dimension-là, c'est au moment de la casse que la structure se voit. À la limite, la structure n'existe pas, à moins de dire qu'elle existe en puissance, elle n'existe vraiment qu'à partir du moment où il y a le symptôme. Et donc, le symptôme n'est pas ce qui vérifie la structure. Vous voyez,
une théorie de la connaissance extrêmement originale chez Freud, sauf qu'il ne la ramène pas avec des spéculations philosophiques. Enfin, c'est quand même extrêmement intéressant à penser cette inversion qui fait qu'on n'est plus du tout dans la théorie de la connaissance, on est là dans la clinique. Voilà. Donc la théorie fiction, je veux bien, mais enfin, plus la théorie est une théorie effective, plus elle se remplit de réalité. Freud déteste le fictionnalisme. Bon. Weininger, pour lui, c'est le pire. Voilà. Hein. Pourquoi ? Parce que et le relativisme de dire c'est pas une science, ça débouche sur Adler, qui est un grand relativiste, c'est ce que dit Freud. Donc la vérité, mais c'est pas vrai, il n'y a pas de lieu de la vérité, oui, mais elle ne cesse de revenir dans chaque symptôme. Bon. C'est à tel point que je vais bientôt terminer, mais c'est à partir de là que Lacan, montre bien qu'il relie Descartes avec les vérités divines, puisqu'il n'y a plus que la vérité du sujet, mais quand même il y a un dépôt des vérités en Dieu. Et Lacan va jusqu'à dire qu'au fond, le sexuel, c'est le moment où la vérité revient, ce qui fait que la vérité est cause du symptôme. Où est-ce qu'on voit là un relativisme ? Ce qui explique d'ailleurs que la psychanalyse est régulièrement délocalisée par rapport à toutes les théories qui sont, il faut bien dire, des discours postmodernes, post-oedipiens, etc. Enfin, bon. Alors, juste un dernier point, une dernière dimension que je ne peux pas omettre, n'est-ce pas ? Le point très très important, c'est que l'universalité récidivante de la structure, qui fait que les sujets ont quand même un air de famille, est directement compensée par la notion très importante chez Lacan d'idiolecte. L'idiolecte en linguistique, c'est l'ensemble des usages propres à un individu. Nous avons tous un idiolecte, nous avons des tics de langage, une façon de parler, un style. C'est à ça qu'on nous reconnaît, pas seulement les écrivains. Ça paraît très intéressant, je ne sais pas si tous les analystes ont eu cette impression. Quand on écoute longuement un patient, on voit à son idiolecte une certaine façon de la position du corps, une certaine façon de parler, ses idiotismes, ses tics de langage. Tics, c'est pas forcément péjoratif, hein. C'est ce qui fait que je suis fidèle à mon corps parlant. Quand il y a trop de tics de langage, quand le sujet est trop identifié à lui-même, ça pose problème. C'est pour ça qu'il faudrait imiter personne. Mais impossible, parce qu'on l'a montré ce matin, il y a l'identification. Donc, c'est très important, ça, parce que un exemple très concret que donne Lacan, un obsessionnel, il a un rituel, mais il n'y a aucune nécessité qu'il comprenne le rituel de son collègue, c'est moi qui dis collègue, obsessionnel. Sinon, vous imaginez, là, ils se mettraient ensemble, ça serait cauchemar. Ça arrive. Oui, ça s'appelle une institution. Voilà. Absolument. Il n'y a pas que des obsessionnels. Mais en tout cas, il y a un certain destin obsessionnel, mais même l'administratif, il reste seul. L'obsessionnel, c'est quand même celui qui avoue sa solitude fondamentale dans sa famille, dans son travail, etc. Et c'est pour ça que la retraite chez les obsessionnels est redoutable. Puisque, évidemment, il y a un type de retraite pour obsessionnel, c'est sûr. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il est face à sa solitude qu'il a eue toujours. Un obsessionnel, ça a un circuit propre. C'est pour ça qu'il faut... Enfin, c'est amusant, parce que certains obsessionnels disent « ça ne va pas avec ma femme, parce qu'elle ne comprend pas que j'ai besoin, par exemple, le matin, d'un temps pour moi. » On peut dire « c'est raisonnable. » Sauf que ce qu'il appelle le temps pour lui, c'est le temps de quoi cuver sa solitude. Ce qui fait que, du coup, il n'est jamais synchronisé. Il est très occupé, mais il ne partage rien. Bon. Vous connaissez des choses. Bon. Ouais. Donc, voilà, je finis par là. C'est-à-dire, le sujet, ces formules qui me viennent pour cette contribution, le sujet émarge à la structure, mais par le trou de souris, j'ai envie de dire, de l'idiolecte. Ce qui nous permet de nous débarrasser de l'ineffable singularité, qu'on écouterait depuis toujours, et c'était l'un des problèmes, d'ailleurs, même dans l'histoire de Paris 7, c'était passionnant. Il y avait ça, c'est très important, mais une sorte d'imaginarisation de la singularité. Hein. Je n'approfondis pas ma singularité par une analyse. Au contraire, je me débarrasse, on l'a très bien dit ce matin. Voilà. Mais le sujet trouve le moyen, et je trouve ça passionnant, hein, il trouve le moyen de confirmer la structure de façon monotone. Lacan lui-même dit que la psychanalyse n'a même pas été fichue de créer une nouvelle perversion. Ouais. Peut-être pas ça en rapport avec la question de tout à l'heure. Hein. Voilà. Non, mais peut-être, alors ça c'est la question de la fin de l'analyse que je ne reprendrai pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de taxinomie possible, c'est-à-dire de création typologique. Et en même temps, bon, il faudrait évoquer toute la question de l'écriture clinique chez Freud. C'est très concret. Quand Freud écrit sa clinique, il dit d'abord que ça ressemble à des nouvelles, vous savez, à des romans. Quand il écrit l'Homme aura, il dit à Jung, en 1909,
Quel gâchis que nos reproductions. Comme nous mettons lamentablement en pièces ces grandes œuvres d'art de la nature psychique que sont les névroses. Il dit ça au moment où il écrit. Ça, c'est un point extrêmement important. Pour moi, c'est un problème. Enfin, parfois, les patients apportent tellement, effectivement, sous l'effet du transfert, qui est ce qui ne s'écrit pas, que, franchement, divulguer, c'est comme, je sais pas, c'est comme annuler le réel de ce qui s'est passé. Ouais. Et je me permets une analogie, c'est comme certains sujets qui, à peine ont-ils quitté une femme, ou un homme dans l'autre sens, se précipitent pour en faire un texte. C'est terrible. Je veux dire, il y a des femmes qui peuvent crier, mais tu m'as transformé en texte. Oui. Donc l'analyse, je sais pas, ou alors il y a ce truc misérable il faut bien le dire entre nous, qui a la vignette clinique. Alors à ce moment-là, Monsieur X, qui est cadre, qui non, Freud voit, il n'y a plus de Pankeïev, il y a l'homme au loup. C'est du La Fontaine, l'homme au loup, l'homme au rat, etc. Bon. Et c'est pour ça que l'histoire de la psychanalyse, qui a son utilité, mais en remettant dans le réel, travaille contre la psychanalyse à un certain niveau. Je le dis, enfin, je m'engage sur ce point, dans la mesure où c'est pas qu'on veuille garder nos fictions, mais c'est le meilleur du réel clinique. Hein. Il est extrêmement intéressant d'apprendre qui étaient les bons hommes et les femmes en question. Enfin, le point important, c'est que l'analyse redéfinit l'expérience. Vous voyez, et c'est là où l'expérience est vive, où elle est réinventée. Conclusion, n'est-ce pas, avec ce double élément contradictoire, mais qui semble essentiel, l'expérience est première. Mais à professer un empirisme, vous savez, il y a ces cliniciens qui disent, moi, l'université, quand on enseigne bien la psychanalyse, même, voilà, ce qui me paraît absolument essentiel. Mais l'université, c'est pas ça le vrai clinicien. Hein, c'est pas ça. Bon. Je suis désolé. Normalement, dans l'esprit freudien, ça boite tout le temps entre la théorie et la clinique. Hein, c'est une boiterie permanente, comme me dit Lacan. Mais on ne voit pas comment on pourrait entendre le sujet, pas simplement l'écouter, sans cette théorie qui, grâce à Freud, qui est le premier parlant de la langue inconsciente, qui nous l'a transmis. Voilà. Peut-être, alors je terminerai en paraphrasant une citation freudienne qui est très ambiguë, hein, là où le ça a été, le moi doit advenir, que Lacan a bien critiqué, avec cette traduction catastrophique que le moi doit déloger le ça. Voilà. C'est la psychologie du moi. Mais c'est peut-être ça l'expérience. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand je fais une analyse? Là où c'était, on peut appeler ça mon ça, mais enfin, où ce lieu était, j'adviens. Très très intéressant, c'est que Freud avait lu les présocratiques. Hein, c'est Verden, le ça est étrifié, tandis que le moi peut introduire un devenir. Alors, mettons là le sujet, plutôt que le moi. Et une expérience, c'est ça. De quoi je peux témoigner par une analyse? C'est d'un certain devenir. Bon, et évidemment d'un certain état de transfert. Bon, mais naturellement, cette expérience-là, voyez, il faut l'arracher à l'ineffable. Et il faut en même temps la situer du côté d'un réel qui est théorisable, qui est pensable. Hein. Sinon, on va devenir paresseux. Voilà, c'est tout. On va dire, mais c'est normal. Hein. Et c'est cette paresse que Freud est rétif, hein, puisque c'est pour ça que d'ailleurs, ose savoir, la vieille devise des Lumières, il appliquait à la psychanalyse. Alors, voilà, il me semble, une façon de dire l'impact que j'appellerais pour le coup freudo-lacanien sur la notion d'expérience qui donne la véritable ambition, il me semble, de nos débats. Voilà.